de raconter l'histoire. Bon, merci à vous tous d'être venus ce soir. On est très heureux de recevoir Nicolas de Boyhu, adjoint au maire, chargé du développement durable, de la santé et du patrimoine. Ça rentre pile dans mon sujet. Voilà. Et quand on a lu dans le journal de Saint-Michel de janvier 2023, il y avait tout un article sur la biodiversité et la réhabilitation du bois des roches, on s'est dit ça c'est un sujet pour l'université populaire. Non, c'était avant, Véron. Non, c'était là. Ah oui, c'est là. Parce que ça parlait justement du bois des roches, espace boisé classé de 10 hectares figurant dans la liste des espaces naturels sensibles du département de l'Essonne. On n'avait aucune idée de tout ça, donc on s'est dit il faut absolument que M. de Boyhu vienne. Et il a accepté et on est ravis de l'avoir aujourd'hui parmi nous. Alors j'ai accepté bien volontiers parce que c'est un sujet qui est en effet passionnant et qui est d'une grande richesse à la fois sur nos espaces boisés, sur les populations de Saint-Michel. Je vais traiter essentiellement le volet historique, c'était pour ça que vous m'aviez demandé d'intervenir. Alors malheureusement l'agglomération Cœur d'Essonne ou l'ONF ne pouvait pas être là ce soir. Donc voilà, du coup je vais sans doute aussi évoquer le volet contemporain de la réhabilitation. Donc on en a pour 2 heures. Alors, je vous promets, je vais essayer de faire court, concis et intéressant. D'abord, je voulais remercier l'Université populaire de m'avoir invité à m'exprimer devant elle sur l'histoire du bois des roches. Comme adjoint en charge du développement durable et du patrimoine, il est évident que pouvoir évoquer ces 2 sujets avec vous est pour moi une forme d'aboutissement et de vraie joie. Je voulais saluer tous les promoteurs et les organisateurs de l'Université populaire dont nous fêtons les 20 ans. Alors c'est encore pour moi encore plus émouvant d'intervenir devant vous en cet anniversaire. Pour moi l'université c'est la liberté de ton, de pensée populaire à destination de tous. Donc comptez sur moi pour être libre dans mes propos et évidemment j'espère pouvoir parfois heurter pour que la réflexion puisse naître aussi de mes propos. Le sujet est évidemment pas aisé parce qu'on évoque très souvent l'histoire de l'industrie, l'histoire du commerce, l'histoire de l'habitat, l'histoire sociale. Mes collègues Denis Arcil et Roselyne Lacoury-Cablet. Mais l'histoire du végétal est quelque chose qui est souvent oublié, enfin, l'histoire des espaces boisés. On connaît évidemment les grandes forêts, Fontainebleau, Versailles, etc. Mais les bois comme le nôtre, effectivement, ont une histoire ancienne, évidemment, compliquée parfois à tracer. J'espère la rendre plus facile et plus claire pour tout le monde. Alors, il y a des dimensions multiples, il y a une dimension historique, mais aussi contemporaine par la réhabilitation récente, environnementale dans un contexte de réchauffement climatique, emblématique et symbolique pour notre ville, qui ne connaît pas le bois des roches. Cette dimension est si forte que même l'ensemble urbain et le quartier a pris le nom du bois. Le bois est devenu par un effacement de la nature, finalement, le bois du bois des roches. Philosophique aussi, la nature contre la culture. Voilà, c'est vraiment une dimension, il y a plusieurs entrées. L'histoire du bois des roches, c'est l'histoire de Saint-Michel. C'est la relation de l'homme à la nature, à sa forêt, à la richesse qu'elle prodigue de tout temps. L'histoire de l'homme, à sa géographie, à son espace et à ses besoins vitaux. Tout d'abord, commençons peut-être par des définitions. Qu'est-ce qu'on appelle le bois des roches ? Donc, vous m'avez invité à parler du projet de réhabilitation. Le bois des roches, aujourd'hui, c'est 10 hectares. Mais je ne vais évidemment pas m'arrêter à la traçabilité historique de ces 10 hectares, qui est un exercice un peu ardu. Le bois des roches fut initialement un des lieux-dits de la forêt de Séquigny, partagé entre différents propriétaires. Je vais donc évoquer le bois des roches dans ses limites actuelles, mais aussi élargi aux frontières de ce qu'il fut, notamment pour une grande partie de l'histoire médiévale, moderne et contemporaine, comme une partie de la forêt de Séquigny et des terres du château de l'Ormois. L'histoire de notre bois, c'est aussi l'histoire d'un ensemble plus vaste dont il relevait, recouvrant Sainte-Geneviève, Grigny, Viry, Fleury, Morsan, et enfin Saint-Michel et Longpont. Si je voulais résumer l'histoire du bois des roches en une formule ou une phrase problématique, elle pourrait être que c'est le combat permanent des Saint-Michellois pour en préserver les richesses d'hier à aujourd'hui. Donc on s'inscrit dans une continuité historique, j'espère,
même si elle a été parfois malmenée, mais elle a été sans doute malmenée pour des raisons bonnes. Enfin, j'espère essayer de conserver une vision historique optimiste de cette histoire. La tradition et la légende veulent, ma première partie, je ne peux pas vous annoncer mes parties, mais le bois des roches sous l'Ancien Régime, droit d'usage pour les habitants. La tradition et la légende veulent que Sainte Geneviève venait faire paître ses moutons dans la forêt de Séquigny. Pour mesurer l'importance de l'histoire du bois des roches, il faut rappeler les enjeux que représentent la forêt et le bois. Je pense que vous les avez tous en tête, mais c'est extrêmement important quand même de se les rappeler. Gibier et cueillette pour nourrir l'homme. Glands pour nourrir les bêtes. Bois de chauffe, énergie évidemment primordiale et essentielle quand on n'a pas de charbon, de centrale nucléaire, ou d'éoliennes, de photovoltaïque, etc. etc. Matière première pour la construction des bâtiments, de certains outils, des bateaux aussi. La flotte française est en bois. C'est aussi un lieu de brigandage et de vie d'espèces animales, parfois carnivores. Et enfin, c'est un lieu de passage, traversé de routes, dont les accès doivent être facilités pour permettre les communications. Pendant près de 900 ans, nous ne sommes pas encore dans les problématiques de réchauffement climatique, de biodiversité, mais plutôt dans l'idée d'une forêt ressource directe, indispensable pour les hommes, pour l'homme. Alors l'histoire, vous la connaissez peut-être déjà, parce que vous avez sans doute déjà eu des exposés historiques sur la ville de Saint-Michel. C'est Hugues Capet qui concède à titre de fief une partie de la forêt de Séquigny, et le bénéficiaire de cette libéralité est Jean Labbé, serviteur du roi. Jean Labbé veut fixer cette population et, pour sédentariser, il édifie un château qui devient la seigneurie de Launay. Et il agrège des populations autour de son château pour pouvoir travailler la terre et la rentabiliser. Le terme est moderne, mais en tirer les ressources nécessaires. C'est Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, qui décida de donner aux habitants des villes de Morsan, Sainte-Geneviève, Villemoisson, je ne vais pas toutes les répéter, mais Saint-Michel, un certain nombre de droits d'usage sur ces terres. Elle cède la nue propriété à diverses communautés ecclésiastiques et séculaires à charge de respecter les droits et coutumes usagères. Ces coutumes, c'est le droit d'aller pendant toute l'année, le droit de cueillir l'herbe, le droit de couper du bois pour la consommation personnelle, pour la consommation de chacun, le droit de ramasser les glands, d'y récolter les fruits qui y poussaient, y compris les avelines. Les avelines sont des noisettes, des grosses noisettes, et d'y mener paître bestiaux et bêtes. Cette donation à ces congrégations religieuses ne doit troubler ni empêcher l'avenir des 10 habitants des paroisses aux alentours de la possession et de la jouissance de leurs droits d'usage. À la mort de la reine, les propriétaires cherchent à se débarrasser des habitants par des vexations et à récupérer ces droits d'usage qu'elle leur avait transmis. Ces droits sont évidemment cruciaux pour les habitants de Saint-Michel, parce que les propriétaires n'auront de cesse que de vouloir récupérer ces droits, et les habitants de devoir les défendre et les justifier, parfois en justice, pour pouvoir en jouir. C'est un combat dont je vais vous épargner tous les détails, mais c'est un combat extrêmement émouvant et continu de plusieurs siècles. Pendant près de 800 ans, les Saint-Michellois, ou les habitants de Saint-Michel, mais aussi des communes aux alentours, se sont battus pour avoir accès à la ressource naturelle du bois et pour faire valoir leurs droits. Je peux vous citer une série de procès. 28 août 1319, Philippe le Long confirme la donation de Blanche de Castille. 1416, le procureur du roi poursuit des habitants pour avoir cueilli des fruits des arbres, mais ils furent absous en appel. En parallèle, la guerre de 100 ans fut particulièrement meurtrière. En 1517, le maître des eaux et forêts rend une décision en faveur des habitants. Tous ces jugements sont confirmés en 1526, 1547 et 1557. En 1549, le tribunal de la Table de Marbre, dont j'ai découvert l'existence, à vrai dire, en préparant cette conférence, qui est la plus haute juridiction en matière d'eau et forêt, rappelle les sentences précédentes, et je vais vous lire la sentence pour que vous puissiez mesurer quand même l'importance que ce combat a pu revêtir. Nous avons levons et ôtons la main du roi de tout autre empêchement qui aurait été mis ou apposé sur les dites forêts, et buissons de Séquigny au préjudice des droits des habitants, interdisant
de ne troubler ni empêcher à l'avenir les 10 habitants la possession, perception et jouissance de leurs droits. Donc la société d'Ancien Régime, qu'on dépeint sans doute souvent à juste titre comme une société de non-droit ou de droit absolu, en l'occurrence prouve, il y a des témoignages écrits, des jurisprudences, des décisions qui attestent du fait que les citoyens ont pu, alors certes au prix d'efforts évidemment, mais ont pu faire valoir leurs droits sur la forêt. Ça continue après même cette première période, puisque ça continue en 1552, en 1561, où les propriétaires continuent à molester les habitants. Et le roi Charles IX leur donne des lettres patentes. Et les rois confirment les jurisprudences précédentes. Henri IV, en 1603, confirme par lettre patente les habitants dans les droits dont ils ont joui depuis un temps immémorial dans les bois et buissons de Séquigny, à savoir y prendre et enlever à leur col les avelines et d'autres fruits à exception du gland, d'y ramasser le bois mort sec gisant et de l'emporter, d'y faire paître leurs bêtes à cornes, chevaux, et suite hormis les tailler au-dessus de 5 ans, en leur baillant clochettes et campagnes de crainte des loups. Toutes ces décisions continuent jusqu'à la Révolution. À la Révolution, les cahiers de doléances font apparaître des demandes des citoyens qui, d'une certaine manière, ne diffèrent pas des requêtes de l'Ancien Régime, ou en tous les cas de la volonté des sujets devenus citoyens de jouir librement des droits d'usage concédés sous la reine Blanche de Castille. Peut-être avez déjà voulu les cahiers de doléances saint-michellois qui sont accessibles en ligne, enfin faciles à trouver, mais je vais peut-être vous les relire quand même. Article 3, relatif au droit de chasse. En détruisant les capitaineries, il convient de régler la chasse des seigneurs de justice de ce fief, de façon que les gibiers n'endommagent pas les héritages et moissons, que l'asile des maisons et les clos soient sacrés pour les citoyens de tous les ordres, et qu'on puisse surtout ne pas les violer sous prétexte de chasse. Que les lapins soient détruits partout à l'exception des lieux clos, que les pigeons soient détruits, ou du moins qu'ils soient renfermés dans tous les temps de semences et de récolte de tous les grains. Les habitants de Saint-Michel, conjointement avec ceux de Lompont, Viry, Grigny, Rosières et Saint-Denis-des-Bois, ont un droit d'usage et de pâturage dans la forêt de Séquigny, qui consiste à faire pâturer leurs bêtes quelconques dans la forêt et les buissons adjacents leur donnant des clairins et y prendre le bois mort et d'enlever les fruits qui y croissent. À l'époque, le propriétaire de la forêt de Séquigny est le comte Berthier de Sauvigny, qui fut une des premières, victimes, en tous les cas, guillotinées de la Révolution française. Ses biens furent saisis et la nation s'en empara. La forêt devient temporairement propriété nationale. C'est, je crois, le seul moment dans l'histoire où elle a été propriété nationale. Messidor Ancis, le garde général des forêts, est chargé par le gouvernement d'administrer la forêt, en ignorant qu'elle était grevée de droits d'usage, et des habitants sont condamnés. En appel, les habitants se sont défendus en justice, leurs droits furent à nouveau reconnus. Donc on a sur une succession, peu importe les régimes politiques, sur une succession quasiment de 500-600 ans, une vingtaine de décisions de justice qui concernent le bois des Roches. C'est dire son importance. La forêt de Séquigny, incluant le bois des Roches, c'est donc dire vraiment son importance pour les populations. Et pour leurs propriétaires également aussi. En Brumaire-en-Cinq, le comte Berthier de Sauvigny est remis en possession de ses biens. Et il constate que des fossés de vidange ont été boulés par les bestiaux, empêchant la circulation. Il demande que l'entrée des bois soit interdite aux bestiaux. Le préfet, à ce moment-là, interdit aux habitants de conduire leurs bêtes dans les parcelles avant qu'elles ne soient reconnues circulables par l'administration forestière. Donc nous arrivons au début du XIXe siècle, qui est un siècle marqué par l'essor industriel, par le développement de l'économie, du capitalisme, qui, évidemment, le bois des Roches n'échappera pas à cette tendance générale.
Le 19e siècle est celui des grands propriétaires fonciers, familles aristocratiques et ou industrielles ayant accompagné l'essor économique de la France. En 1834, 30 ans après la publication du Code civil, le préfet de Seine-et-Oise rappelle au maire qu'il est du devoir des municipalités, qui avaient des titres prescriptifs, de faire des actes conservatoires. Outre Berthier de Sauvigny, pour la forêt de Séquigny, on peut citer différents propriétaires du château de l'Ormois qui ont été propriétaires aussi des terres attenantes de Saint-Michel. Et ces terres, notamment celles qui sont liées au château de l'Ormois, passèrent successivement de main en main. Le duc et la duchesse Maillet de la Tour de Landry, 1819-1837, qui vendirent notamment l'actuel domaine de Launay, légué par Madame de Bréant, et n'hésitèrent pas à attaquer la ville de Saint-Michel pour faire valoir leur droit de propriété sur les chemins. Enfin, le château de l'Ormois fut cédé à Paturle, puis enfin à la famille Sey, dont nous verrons plus loin les déboires financiers. Mais toutes ces cessions entraînent une partie de transfert de propriété des terres relevant du château de l'Ormois qui sont à Saint-Michel. En 1834, alors qu'on demande aux maires de reconnaître les droits des citoyens, les maires accomplissent les démarches pour faire reconnaître les droits d'usage de chacun. Mais les propriétaires ne l'entendirent pas de la sorte. Ils déclarèrent à cette occasion qu'il était de leur intention de mettre un terme aux usages qui existaient dans la forêt. Ils ne demandaient pas la suppression du droit d'usage, mais leur restriction, dans leur intérêt. Et ils prétendaient que les actes issus de la monarchie n'étaient pas constitutifs de droit pour les citoyens habitant les villes. En 1838, cette affaire, donc ce litige entre les maires et les propriétaires, fut porté à nouveau en justice. En fait, cet exposé sur le Bois des Roches, c'est presque une histoire de la justice et des eaux et forêts. C'est un vrai combat permanent. Donc, en 1838, l'affaire est portée devant le tribunal de Corbeil, qui a fixé à nouveau les droits des propriétaires et des usagers. En 1893, les propriétaires syndiqués, rassemblés ensemble, demandèrent aux communes de racheter tous les droits d'usage. Les communes acceptèrent, mais la possibilité d'un remboursement en espèces, c'est-à-dire d'être rémunérés, en fait, de rendre aux propriétaires les droits d'usage, enfin pas de leur rendre, mais de leur céder les droits d'usage, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Les experts, en 1895, les experts mandatés estiment ces droits à 11 000 francs, là où les communes en réclament à peu près 46 000. Le tribunal de Corbeil, à nouveau en 1897, estime que les propriétaires pourraient se libérer moyennant la somme de 25 000 francs. Les maires firent appel. Le maire de Saint-Michel à l'époque, M. Niepce, demanda un cantonnement, c'est-à-dire non pas un paiement des droits d'usage en espèces, mais un abandon de la propriété aux usagers de certaines parcelles, moyennant l'abandon de d'autres, en contrepartie. Et pas seulement cette indemnisation. En 1900, la Cour de Paris refusa ce cantonnement, c'est-à-dire cet échange de droits, mais estima que les propriétaires ne pourraient se libérer des droits d'usage qu'en versant la somme de 37 000 francs. Donc les propriétaires payèrent les communes pour acquérir les droits d'usage qui étaient depuis des temps immémoriaux les droits qu'avaient les habitants de nos forêts. Saint-Michel reçut 5 000 francs sur les 37. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais qui est un livre de Félix Perrin, qui fut maire de Morsan, qui a écrit un livre passionnant sur ces conflits et sur ces affaires. Je le cite parce que sa phrase est extrêmement émouvante. Il dit « Ainsi donc, ces droits immémoriaux qui avaient été concédés et garantis par tous les anciens souverains de France dans l'intérêt des indigents étaient brutalement abolis sous notre régime démocratique dans l'intérêt de quelques millionnaires.
Le paradoxe veut que ce soit la démocratie qui est finalement amenée par les tribunaux, par la justice, les citoyens à renoncer à ces droits ou à les vendre aux plus offrants. Les gros propriétaires et les principaux propriétaires qui rachètent ces droits sont la famille Say, donc propriétaire du château de Lormois. Tout le monde a du sucre béguincé chez soi. Je ne sais plus où les propriétaires, mais ils en sont les fondateurs. 176 hectares, le comte Berthier de Sauvigny 111 hectares et le marquis de Valouette 92 hectares. La propriété de Lormois au début du siècle englobait donc une partie de Saint-Michel et de Sainte-Geneviève ainsi qu'une partie de Longpont. À cette époque, le Bois des Roches tel qu'on le connaît aujourd'hui à peu près est pour une très large part propriété de la famille Say. Et le domaine du château, pour vous donner une idée, est limité par les rues de Montlhéry, de Launay, Rétortu et par le chemin rural numéro 17. Mais il va aussi de l'autre côté de la voie ferrée, enfin de notre côté, ce soir. Puisqu'il il intègre notamment le petit parc et le Bois des Roches et la ferme de la Rousseau. La grotte de Sainte-Geneviève-des-Bois, proche de notre commune, était quant à elle la limite de la propriété de Berthier de Sauvigny. C'est pour ça que faire l'histoire du Bois des Roches consiste à faire des découpages parcellaires qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est très difficile de s'y retrouver entre qui est propriétaire et qui était propriétaire et d'où viennent les parcelles. Je vous invite, peut-être l'avez-vous lu aussi, parce que j'ai des sources qui sont connues et que j'ai lues avec beaucoup d'intérêt et dont j'ai essayé d'extraire vraiment l'histoire de nos forêts et de nos bois, à l'exclusion de tout autre sujet. Il y a l'instituteur de Saint-Michel-sur-Orge, en 1899, M. Mosny, qui écrit une monographie de la ville, qui nous renseigne sur le végétal, la présence du végétal de la forêt, sur notre territoire au début du siècle. La ville est occupée à l'est par la forêt de Séquigny, qui est plantée de pins, sapins et chênes et peuplée de lapins de Garenne. Dans sa partie ouest, dépendance du château de Lormois et appartenant à Madame Say, on fait des élevages de faisans et de cailles. Au rendez-vous des chasseurs, je présume que c'est le rendez-vous de chasse, en plein bois, on fait couver en moyenne 2 à 3 000 œufs. Et on retrouve donc ce partage entre les terres de Lormois et de Séquigny. Il mentionne aussi que la commune, à l'époque, en 1899, est recouverte de 105 hectares de bois, pour 1000 habitants à peu près, pour une surface de 5000 m². C'est-à-dire qu'en réalité, 1/5 de la commune est boisée. Les sols. Il mentionne aussi la nature des sols, qui est aussi assez intéressant pour l'histoire du Bois des Roches et assez révélateur du végétal. Sablonneux et pierreux au nord, argileux et calcaire au sud, là où domine la culture maraîchère. Ces sols sablonneux et pierreux donnent très vraisemblablement, mais peut-être avez-vous une autre analyse, le nom du Bois des Roches dans sa dénomination actuelle et dans son lieu dit. Et alors, peut-être pas très flatteur, mais je pense que M. Mosny écrivait pour le présent, ignorons qu'on le citerait ce soir, que faune et flore ne présentent aucune particularité remarquable. Très bien. Si ce n'est la présence accidentelle de quelques vipères dans le Bois des Roches. Voilà, c'est accidentel. Pour la période 1918-1939, elle est très importante, mais je vais aller rapidement dessus parce qu'il y a peu d'informations. On passe d'une société agraire à des lotissements et à l'effondrement en réalité d'une aristocratie foncière et de la grande bourgeoisie, ce qui est en fait assez typique de l'après-guerre de 14. C'est le déclin d'une forme de société vers une société davantage moderne. Au début du XXe siècle, donc en 1905, la famille Say connaît une situation financière délicate qui est liée à des malversations et à des opérations financières malheureuses. Ils mettent en vente le château de Lormois et ses terres. Say organise la vente de ses biens en créant une société foncière, une SCI, la société Paris Saint-Michel.
Et les propriétés de Sey sont vendues à la découpe entre 1920 et 1934. Le Bois des Roches et la maison forestière du rendez-vous de chasse sont achetés par un Victor Bobin ou Robin, j'ai pas réussi à trouver j'ai vu les deux orthographes différents, donc je peux pas vous dire le nom exact ce soir, qui réside pour entretenir terre, bois et carrières s'y trouvant. C'est la partie au nord-ouest du rue de Fleury, qui correspond à 10 hectares. Monsieur Biton achète la partie du Bois des Roches située au sud-est du rue de Fleury et le rendez-vous de chasse. Et le château de Lormois est vendu aux frères ascensionnistes en 1934. Donc les propriétés des propriétaires fonciers sont démembrées et vendues par lot. Ce qui est évidemment la porte ouverte. Les personnes qui ont écrit sur l'histoire de Saint-Michel avant moi avaient qualifié cette période en la désignant sous le terme « Saint-Michel est à vendre ». Effectivement, la part des terres à vendre était colossale, puisqu'il y avait 100 hectares sur le plateau de l'Anneau-Rousseau, et toute la partie du Bois des Roches, tout le bas du domaine de Lormois jusqu'à Sainte-Geneviève, quasiment. Je vais vous parler de la période contemporaine, maintenant, l'après-guerre, les 30 Glorieuses, l'impérieuse nécessité de bâtir, et l'histoire du Bois des Roches. Certains d'entre vous ont connu cette histoire, certains d'entre vous l'ont vécue, donc je leur demande beaucoup d'indulgence, mais éventuellement même de compléter par leur témoignage, s'ils en ont encore souvenir, ce que cela a été et comment cette transformation s'est opérée. En juillet 1958, Saint-Michel compte 3300 habitants. Il s'agit d'une population toujours essentiellement rurale et agricole. 26 exploitations sont actives sur la commune. En 1960, l'espace du Bois des Roches correspond à environ 60 hectares. A noter que c'est 40 hectares de moins qu'en 1899. Et ces 60 hectares seront évidemment amputés par la construction de logements et d'équipements publics pendant les décennies récentes des années 60 et 70, pour que le Bois des Roches arrive à la physionomie que nous lui connaissons actuellement et à sa taille. Évidemment, l'après-guerre implique la construction d'un nombre important de logements neufs et une politique foncière dynamique. C'est la période des grands ensembles. Le plan d'urbanisme de la région parisienne prévoit notamment la création de logements et conformément à celui-ci, en décembre 1961, une demande est déposée pour la construction de 2600 logements à Saint-Michel. Dans une délibération du conseil municipal de 1959, le maire informe le conseil municipal d'une demande d'accord préalable d'un architecte pour la construction de 1510 logements dans le Bois des Roches, avec comme mention le fait que le constructeur, la société d'Euromédie, mettra à disposition de la commune le terrain pour la construction d'une école, que le construction paiera la part communale du financement des classes, que le rue de Fleury sera aménagé pour l'évacuation des eaux usées, ce qui est aujourd'hui fait évidemment bondir tout le monde, et enfin que les espaces libres entre les immeubles seront boisés ou reboisés. Donc il y a déjà en 1959 l'intention de maintenir un espace boisé en dépit de la construction de logements. La délibération du conseil municipal qui prévoit date du 7 novembre 1959. Le quartier que nous connaissons aujourd'hui est édifié sur la partie sud du Bois des Roches, mais est de notre commune, de la forêt de Séquigny, et qui correspond à plusieurs dizaines, les témoins mentionnent dans la délibération, plusieurs dizaines d'hectares de chênes et de roches avec des allées pour la chasse. D'ailleurs, le nom du centre commercial Grand Bois laisse imaginer de ce que fut cette forêt et son importance. En 1963, le maire Jean Postol et la société Paris-Languedoc, dirigée par M. Deromédy, signent une convention pour la construction de 2614 logements. L'architecte Jean Royer et le paysagiste Jacques Simon dessinent le quartier du Bois des Roches et les espaces verts restants tels que nous le connaissons actuellement. La convention, qui est un peu différente de ce que des premières délibérations, prévoit que le plan d'aménagement intercommunal fait obligation d'aménager en parc public les zones boisées.
C'est assez intéressant de dire que finalement la zone boisée doit s'effacer aussi derrière un parc public. L'article 5 prévoit que les constructeurs feront apport gratuitement à la municipalité des parties boisées, aménagées en parc public, ainsi que du réseau des voies principales après leur élargissement ou leur création. Donc cette convention en 1963 prévoit que toutes les zones boisées et aménagées en parc seront rétrocédées à la commune. Ce qui est aussi extrêmement important parce que c'est, j'allais dire, les prémices du statut actuel du Bois des Roches. Puisqu'il perd son statut de propriété privée, et on prévoit sa communalisation. Une délibération du 23 décembre 1966 nous indique la fin de l'opération en attribuant le nom des nouvelles rues du domaine de Saint-Michel, Charpentier, Lecoq, Debussy, Chabrier, Rameau, toutes celles qu'on connaît aujourd'hui. Finalement, c'est peut-être aussi là que cet exposé m'a beaucoup intéressé et que c'est une réflexion toujours ouverte entre le besoin de logement, le maintien et la sauvegarde des espaces verts. Le débat est éternel, en réalité. Il ressurgit aujourd'hui avec notamment la question des zones d'urbanisation et du besoin de logement consécutif aux évolutions démographiques et aux structures familiales. Aujourd'hui, si on peut regretter ces 60 hectares, on est entre nous, on peut en parler tout à fait librement. Je vais peut-être vous donner, moi, une opinion personnelle. Je pense que, même si je m'occupe du développement durable dans la commune, je pense qu'il faut aussi rendre hommage au bois dont le sacrifice a permis le logement de plusieurs milliers de personnes, de les avoir sortis de l'insalubrité, du manque d'hygiène, et de leur avoir donné pour beaucoup des conditions de vie dignes qu'ils n'avaient pas dans les logements précédents. Voilà. Donc, on voit aussi dans ces années 60, là, avec l'hôtel, la discothèque, le drugstore, le parc public qui devait parachever cette vision de la modernité urbanistique. Toujours très amusant de voir comment il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, donc il n'y a pas si longtemps, les raisonnements urbanistiques étaient très très différents de ceux d'aujourd'hui. Heureusement, finalement, le fait qu'on n'ait pas transformé le bois en parc public a permis le maintien d'un bois. Et sans doute a-t-il été sauvé par la lenteur administrative avec laquelle les constructeurs l'ont rétrocédé à la commune. Le bois devient donc enserré par des espaces urbains, le quartier prend son nom et se l'approprie comme ultime hommage. Et les problématiques de son entretien deviennent différentes. Il faut le protéger de l'homme pour assurer sa survie et y maintenir une biodiversité. La rétrocession du Bois des Roches à la commune intervient en 1980. Donc certains ont peut-être ces souvenirs précis en tête. J'espère ne pas trahir leurs souvenirs en leur décrivant une réalité administrative, mais que j'ai pu trouver grâce à Aurélie dans les archives de la commune. Une convention est signée en avril 1980 entre Deromédier et la commune de Saint-Michel pour satisfaire aux obligations de la convention intervenue en 1963, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui prévoyait la rétrocession gratuite à la commune. Et là, on a des précisions très intéressantes en matière de surface. 66 316 m² représentant une surface boisée dans la partie sud, située entre deux parcelles, je vous épargne les numéros de cadastre, 32 000 m², représentant une surface boisée dans la partie nord, à prendre dans la parcelle cadastrée, je vous épargne la parcelle, et enfin une parcelle cadastrée de 5 921 m² sur laquelle avait été prévue une clinique et qui n'a pas reçu les fonds nécessaires. Alors j'espère pouvoir me servir habilement de cet appareil. Il faut toucher l'écran, Il faut que je touche l'écran. le pad. Alors, je suis désolé, j'ai du coup pas du tout montré les cartes que j'avais prévues, mais... Ah, je crois qu'il
faut le rallumer parce qu'il est assez... C'est moi qui ai été beaucoup pas assez réactif avec votre appareil. Non, c'est que j'ai pas branché. Il n'y a plus de batterie alors. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Donc les surfaces boisées correspondent à un ensemble de 10 hectares. En contrepartie, la Convention oblige la ville à maintenir et à entretenir ces parcelles à l'état boisé, de constituer les services d'accès nécessaires aux propriétaires et au occupement des logements. Et la société de remédie garantit que le propriétaire, qui s'appelle la compagnie La France, rétrocède ses droits. On a 4 délibérations du conseil municipal des années 80 qui nous donnent la chronologie de cette rétrocession. Une délibération du 21 avril 1980 qui engage la procédure de, je cite, municipalisation des espaces boisés, ce qui correspond à l'enquête publique. Une délibération du même jour qui prévoit le protocole d'accord dont je vous ai parlé à l'instant entre De Remédy et la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Et une délibération qui aboutit au classement définitif en mars 1981, c'est-à-dire plus de 17 ans après la convention prévoyant la rétrocession à la commune, au classement définitif dans le domaine public communal. Et enfin, Jean Anglander, maire de Saint-Michel à l'époque, écrit à M. De Remédy pour lui demander la cession gratuite de l'ensemble des parcelles. Donc la lettre accompagnant la délibération. Donc, nous entrons donc dans une période, à partir de 1980, où le Bois des Roches devient propriété communale. On a trouvé dans les archives beaucoup de documents sur, à l'époque, la gestion du bois, ce qui n'existait pas précédemment. Donc on a les premiers plans de gestion du Bois des Roches qui apparaissent en 1984, avec les objectifs suivants. Maintenir le caractère forestier du Bois des Roches, et non de le transformer en parc. À ce titre, sont maintenues les essences forestières existantes ou aptes ou à exister spontanément. Assurer la quasi-permanence de l'espace boisé, c'est-à-dire en conservant des méthodes de sylviculture souples, sans procéder à des coupes trop importantes. Et enfin, ce qui est une intention louable, léguer aux générations ultérieures un bois en bon état. Ce qui signifie qu'il convient d'entretenir le bois et de ne rien faire qui aboutisse à le détruire. Alors, c'est peut-être le plan d'occupation des sols. Je me trompe forcément de bouton. Parce que... Non, il faut viser en bas. Ah pardon, c'est là qu'il faut viser. Forêt de Séquigny en 1700. Donc voilà, on voit Saint-Michel est là, Launay est là. Ah non, c'est ça, c'est très, très, très déstabilisant. Ça, c'est issu du livre de M. Félix Perrin, maire de Morsan au début du XXe siècle, qui dessine la carte de la forêt de Séquigny. Et on voit le village de Saint-Michel, je pense, qui est là. Alors je suis désolé, c'est peut-être pas très visible, c'est le plan des voies de la forêt de Séquigny. Évidemment, j'ai à votre disposition ces documents si vous intéressent. Saint-Michel est là. On voit bien Saint-Michel partagé à la fois entre l'Ormois et la forêt de Séquigny. Ça, c'est un plan d'intendance de la fin du XVIIIe siècle. Où je crois qu'il est... Là, il est fait mention du Bois des Roches, sur cette parcelle. Le cadastre de 1820, avec, je n'arrive pas à lire, c'est Bois des Roches qui est écrit là. Mais... Voilà, le Bois des Roches est là, je pense.
Oui, c'est l'extrait du cadastre du Bois des Roches, qui est lui-même composé de plusieurs parcelles. Enfin, le plan d'occupation des sols de 1971 que j'évoquais tout à l'heure, en parlant de la convention de rétrocession des espaces boisés, la clinique, je crois, était prévue pour là, réserve pour un lycée technique, réserve pour une école, réserve pour l'hôpital. Et on voit les deux parties du Bois des Roches que nous connaissons actuellement. Et la butte du Mont Pipeau ici. Et le parc municipal qui est le parc Jean Villard. Ça, c'est des vues peut-être que vous connaissez ou que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Donc, ce sont des vues aériennes du quartier du Bois des Roches. Le cadastre de 1986. Et enfin une vue aérienne de 2000. Donc on voit quand même l'importance du maintien de l'espace boisé dans le quartier. Donc, j'évoquais le plan de gestion de 1984 et ses objectifs. Et ces objectifs aboutissent à des actions concrètes qui sont la construction d'allées en béton, sans décaissement, des travaux de nettoyage de bois et d'abattage d'arbres dangereux, la mise en place d'éclairage des cheminements, déjà à l'époque, l'aménagement d'aires de jeu et la mise en place de mobiliers urbains et de chicanes pour éviter que les motocyclettes circulent dans le bois sur les allées en béton. Un très intéressant rapport de 1995 qu'on a dans les archives évoque le bilan de 11 ans de gestion communale. Ce bilan date de 1995 et il donne des pistes pour dire où on en est et où on doit aller. Le rapport mentionne que bien que le Bois des Roches soit un espace boisé protégé, il est grignoté sur ses lisières, notamment par l'extension de l'école Lamartine et l'entrée d'une aire de jeu à Blaise Pascal. Et il préconise de figer définitivement la surface du bois. Car, mentionne-t-il, il n'est plus de gestion forestière possible en deçà d'une certaine surface. Sur le boisement, il mentionne que les éclaircies ont été trop timides et que les peuplements sont trop serrés, ne permettant pas aux espèces de pouvoir réellement croître. Et il mentionne des coupes qui doivent porter principalement sur le robinet. Et enfin, il mentionne que l'information du public n'a pas été suffisante parce que le mobilier urbain est détruit. Et il regrette que le sous-bois soit insuffisamment développé. Et déjà en 1995, le rapport s'inquiète de la prolifération des plants de laurier du Caucase et attire l'attention sur l'importance d'arracher manuellement ces jeunes plants, comme les jeunes marronniers. Et enfin, le rapport mentionne une pratique manifestement fréquente en 1984, mais abandonnée en 1995, qui consiste à planter ces arbres de Noël. Comme nous arrivons dans la saison, cette anecdote m'a paru savoureuse. Mais en 1995, aucun des arbres de Noël plantés en 1984 n'a survécu. Donc voilà, c'est une invitation peut-être à ne pas le faire ou ne pas reproduire ce type de comportement. Mais c'était en tous les cas sympathique. En 1995, on réaffirme les moyens. Diversification écologique. Sylviculture calquée sur des modèles naturels. Renforcement des lisières, notamment des interfaces milieux ouverts et milieux forestiers. Et l'idée toujours d'empêcher la pénétration sauvage des deux zones. Et enfin, maintenir les espèces indigènes au détriment d'espèces introduites. Si ça vous intéresse, je peux vous faire le détail des préconisations secteur par secteur, Lamartine, Blaise Pascal, mais c'est reconstitution de lisières, débroussaillage intelligent, amélioration de l'entretien, étudier les circulations, procéder à des coupes d'éclaircies. Ces objectifs sont donc réaffirmés et on n'y a fait que les moyens suivants.
définissant un plan de gestion jusqu'en 2010, c'est-à-dire jusqu'à quand même il y a très peu de temps. L'investissement s'élève à 103 000 francs hors taxes pour 1995 et de 105 francs pour 1996. Donc il y a des investissements qui sont réalisés aussi pour atteindre ces objectifs. Et en 1994, donc un plan de plantation distingue bien les deux parcelles qui sont la Martine et Blaise Pascal, qui sont chacune sur un versant différent du rue de Fleury avec des caractéristiques géologiques différentes. Le calendrier était à peu près le suivant. Éclaircir l'étage dominant des arbres tous les 10 ans, apport de grands plants éventuels tous les 10 ans, surveiller la régénération naturelle tous les 2 ans, les tailles de formation des grands plants et jeunes arbres tous les 2 ans pendant 8 ans, déliérer, délianer tous les 5 ans, recépage des tiges coupées tous les 5 ans, maintien du charme, recépage tous les 25 ans, couper les grosses réserves de chêne et les pins dominants avant 2010. Alors j'ose peut-être pour conclure, enfin pour la dernière période qui est celle des années 2000, croire en une prise de conscience de la crise écologique et à une gestion du bois s'inscrivant évidemment dans une continuité, mais avec les préoccupations qui sont celles de notre siècle et de notre époque. Même si j'appartiens aussi au précédent un peu, tous un peu comptables des périodes passées. La gestion a été déléguée à la communauté d'agglomération du Val d'Orge en 2003, même si la commune reste propriétaire. En 2008, l'agglomération du Val d'Orge demande la soumission au régime forestier, qui apporte une protection forestière. En 2010, le livre de Roche et d'Orge rappelle s'il fallait le caractère essentiel de ce bois dans l'histoire saint-michelloise. Mais il a fallu attendre 8 ans pour qu'un diagnostic l'ingente dans la période vraiment très contemporaine, qui est celle de la réhabilitation que nous venons de réaliser. Dépérissement du bois causé par le laurier du Caucase, dégradation du mobilier urbain, ça nous l'avons tous vu, pour quiconque se promène dans le bois, détérioration des centres piétonnes, système d'éclairage vieillissant et inadapté à la biodiversité, et enfin, sentiment d'insécurité. Ces travaux, puisque Cœur d'Essonne n'a pas pu venir ce soir, c'est moi qui les évoque, 1,2 million d'euros, 1,2 million d'euros, dont 70% de subventions provenant de l'État, de la région et du conseil départemental de l'Essonne, qui ont correspondu à 8 mois de travaux, du 1er janvier 2023 au 8 janvier. Et ces travaux ont été récompensés et consacrés par le prix spécial du Trophée des forêts d'Île-de-France le 10 novembre 2023. Donc, je pense que cette reconnaissance, cet effort financier fait par la commune et par les partenaires, permet de rendre au Bois des Roches vraiment tout son caractère agréable, tout en maintenant cet aspect boisé, c'est-à-dire forestier, sans en faire un parc urbain où quelques arbres se battent en duel. En conclusion, j'arrive presque à l'heure, le Bois des Roches est finalement aussi un condensé d'histoire de France. La monarchie alloue des terres en fief qui permet de constituer un État autour de fidèles. Le roi est le suzerain. Il se garantit l'approvisionnement en bois, en chasse et en route. La Révolution française s'inscrit dans une continuité réformatrice, malgré une tentative de nationaliser la propriété privée, tentation de courte durée. Le XIXe siècle est celui de l'essor industriel et capitalistique et d'une culture agraire avec l'arrivée du chemin de fer. Le XXe siècle est celui de la disparition de l'aristocratie foncière, l'effondrement d'un capitalisme industriel et des lotissements qui pullulent pour faire face aux besoins de logement. Enfin, l'après-guerre est celui des grands ensembles et du besoin de logement à proximité des centres urbains et la création des banlieues. Alors, qu'est-ce que sera le XXIe siècle ? C'est peut-être la question suivante, le débat qu'on pourra lancer. Celui de la lutte contre le réchauffement climatique, je l'espère pour les jeunes générations,
et de maintien de cette biodiversité ou de préservation accrue de cette biodiversité, dont la capacité à se régénérer elle-même disparaît. Pour conclure vraiment définitivement, je reprendrai une formule du livre La forêt de Séquigny, histoire d'un droit d'usage, route de chasse, écrit par Félix Perrin. Cette formule m'a semblé très vraie pour un élu comme moi qui essaye de travailler sur ces sujets et de les faire avancer. Faire ouvrir la forêt, rendre matériellement libre ce qu'il est légalement, doit être le souci constant de chacun des maires. Le maire le doit à ses administrés, il le doit à tous ceux dont le contact avec les bois non seulement vivifie les bronches, mais élève l'âme et assainit le cœur. Cette phrase, en la lisant, évidemment, elle m'a beaucoup ému, parce que je pense que tout élu peut la faire sienne, mais tout citoyen doit la faire sienne. Rendre libre l'accès à la forêt, je pense que c'est aussi un enjeu politique comme l'accès à l'eau. Et c'est la politique que nous menons autour de Sophie Rigaud. Je suis désolé, je fais ça comme adjoint, donc je fais un peu de politique aussi. Nécessairement, je mets en valeur l'action que mène la majorité à laquelle j'appartiens, et c'est rendre l'accès, indépendamment de la politique, je pense que c'est une réelle intention. C'est-à-dire que rendre l'accès à la forêt ouvert en droit, c'est évidemment essentiel. Mais il faut le rendre aussi dans les faits, en sécurisant, en l'éclairant et en protégeant sa biodiversité. C'est-à-dire qu'un droit sans garantie d'usage libre de ce droit n'est pas un droit. Il ne faut pas que la liberté soit formelle, mais qu'elle soit réelle. Et c'est, je pense, l'héritage que nous devons continuer à faire vivre tous ensemble, la population de Saint-Michel et aussi ses élus. J'en ai fini avec cet exposé, mais je voulais surtout remercier quelques personnes qui ont très largement contribué à ce travail et qui m'ont beaucoup aidé, inspiré, trouvé des documents. Il y a évidemment Sophie Rigaud, il y a aussi Julie Salascon qui est ici, et Aurélie Legrand qui s'occupe des archives communales et du patrimoine plus largement d'ailleurs, c'est vrai, pas que des archives, pas que du papier, mais aussi des bois, des forêts, des bâtiments, et qui se sont plongés aussi dans ce travail avec une grande passion. Enfin, je dois évidemment citer les sources que j'ai eues, outre les archives communales, qui sont assez riches sur le sujet, des archives départementales de l'Essonne. J'ai été amené à faire une petite sélection, mais il y a énormément de choses très intéressantes. Enfin, je dois citer un livre écrit par Madi Guillon pour la Société historique de Lompont, qui s'appelle L'histoire du château et de la Torre de l'Ormois. Le livre que j'ai cité fréquemment pendant cet exposé de Félix Perrin, maire de Morsan, La forêt de Séquigny et de Sainte-Geneviève. Et enfin, Saint-Michel-sur-Orge, 1000 ans d'histoire par Marcel et Annie Simon, que je n'ai pas connu, mais dont peut-être certains d'entre vous ont connu, et qui en tous les cas ont beaucoup travaillé sur ces sujets, avec une optique qui n'est pas toujours la mienne, mais en tous les cas avec beaucoup de ferveur et de passion. Donc voilà, je souhaitais aussi leur rendre hommage ce soir. Voilà, merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est le temps des questions. Bon, c'est moi qui vais poser la question à la salle alors. Il faut toujours commencer. Moi, j'ai une petite question, c'est quelle est la surface qui reste de bois? Il y a la partie à côté de l'école Blaise Pascal, il y a l'autre partie, et ça fait combien en tout Ça fait 10 hectares. 10 hectares, et la commune elle fait 5 km². Ça m'y est Il faut faire des conversions. Non, mais c'est pour... parce que ça ressort bien sur le... On est passé d'une surface boisée on est passé d'une surface boisée de 100 hectares en 1900 à 10 hectares aujourd'hui. Ouais, ça serait... Mais c'est une chance. Vu toutes les constructions...
Mais enfin, les constructions sont aussi nécessaires. C'est un arbitrage permanent, compliqué, et c'est en ça que c'est effectivement une chance qu'on ait pu maintenir ces 10 hectares qui n'aient pas été transformés en parc public. Et comme j'essaie de le démontrer, c'est une chance qui est liée aussi parfois au hasard, à cette lenteur administrative, à cette non-rétrocession des bois. Enfin, donc il y a beaucoup de facteurs qui font que ce bois existe toujours. Et le hasard a voulu, en 67, 68, quand on l'a cherché, il y avait très peu de logements. C'était la crise du logement, hein, ça c'était vrai. Et par des amis, ils nous ont parlé de Saint-Michel-sur-Ange, on est venu et on a eu la chance d'avoir un appartement qui donnait sur le bois, mais directement, près de Blaise Pascal, et dans la partie des bâtiments qui sont côté bois et pas côté rue. Voilà, donc c'est notre bois. Merci de l'avoir préservé aussi. Bon, on n'y est plus. Hein. Ah ouais. Mais si vous souhaitez raconter ces souvenirs, on essaye de mettre en place un atelier ou des ateliers, ou en tous les cas de la collecte de mémoire, de la mémoire vivante de Saint-Michel, notamment avec Aurélie et Aurélie Laurent, et de pouvoir porter ces témoignages, ces récits qui sont extrêmement enrichissants, parce qu'on a les délibérations du conseil municipal, c'est très intéressant, c'est la vie administrative, moi j'adore ça, Oui. mais ça manque parfois un peu de saveur et de lien. Moi, je voulais savoir la santé des arbres. Dans la partie de la châtaignerie, la Versailles-Geneviève, il y a beaucoup de châtaigniers qui meurent. Est-ce qu'il y a des arbres qui sont... Alors là, je regrette que l'ONF ne soit pas là, parce que je sais en tous les cas qu'un diagnostic a été fait, que des diagnostics sont portés sur les arbres, que les espèces, les services techniques aussi de la ville sont très vigilants sur ces aspects, que les espèces qui ne peuvent pas, qui ont des maladies, qui auraient des maladies transmissibles, évidemment, doivent être élaguées, voire abattues, que les espèces qui sont encore celles dont les sports de développement existent soient maintenues. Donc j'imagine que les châtaigniers que vous évoquez, je ne connais pas le cas précis, ont dû faire l'objet, l'ONF a fait un vrai diagnostic de tout le bois, de tous les détails, de tous les sujets pour en assurer justement le maintien de la biodiversité, pour éviter justement que cette biodiversité disparaisse. Donc je ne peux pas vous répondre précisément sur les sujets que vous évoquez, mais en tous les cas j'ai confiance dans l'ONF qui est donc l'Office national des forêts et qui gère le bois pour le compte de Cœur des Seines Agglomérations du fait de ce régime forestier. Donc ce sont vraiment des spécialistes qui sont extrêmement vigilants et extrêmement rigoureux sur ces aspects. C'est dommage que personne ne soit pas là ce soir. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que l'ONF décide de s'occuper du Bois des Roches, qui n'est pas très grand, pour un espace forestier, j'entends. Et quel a été leur rôle? Alors, j'ai compris qu'ils avaient fait un diagnostic, mais après, est-ce que c'est eux qui ont fait les travaux? Est-ce qu'ils assurent l'entretien? C'est eux qui ont fait les travaux. C'est eux notamment qui ont procédé avec des citoyens, puisqu'il y a eu des ateliers participatifs, l'arrachage du laurier du Caucase. Ce sont eux c'est le régime forestier qui détermine, en fait, je pense, l'intervention de l'ONF. C'est à ce titre qu'ils interviennent. Indépendamment de la taille. Indépendamment de la taille. Enfin, je pense qu'il faut une taille critique, mais notre bois, en tous les cas, pouvait bénéficier de ce régime. Et il n'y a pas de notion d'exploitation? Non. Qu'est-ce que vous entendez par exploitation Donc de coupe, de récupération? Non. D'exploitation? Non, le but est écologique et n'est pas destiné à assurer le commerce du bois ou valorisation économique et financière du bois. C'est vraiment dans un objectif écologique, maintien de la biodiversité, maintien des sujets, et lui maintenir aussi ce caractère. C'est pour ça qu'on arrache des espèces invasives. C'est justement pour maintenir cette biodiversité, à la fois de la faune et de la flore.
vous considérez le châtaignier comme indigène ou non? Je ne suis pas de l'ONF. Non, parce qu'il n'est pas indigène. Par définition, il était introduit par les Romains, ici dans la région, et en Belgique, moi je suis belge, on le considère comme pas indigène, et dans les plans d'aménagement, s'il meurt dans les forêts, il meurt, il n'y a pas de problème. En tous les cas, ce que je constate sur l'histoire du Bois des Roches, c'est que la cueillette des noisettes, des avelines, constitue un enjeu crucial pour la population pendant 800 ans. Donc qu'il ne soit pas indigène ou indigène, je ne peux pas vous répondre malheureusement, mais en tous les cas, le caractère nourricier du châtaignier en a fait pendant très longtemps un sujet important dans le Bois des Roches. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre. Mais si vous voulez, je pousserai la réflexion sur le châtaignier, parce que je constate que c'est un sujet qui mobilise. Donc, est-ce que des études animalières ont été faites dans ce bois concernant les oiseaux, voire les écureuils, toutes les espèces animales encore présentes dans ce bois? Quelle est la faune sauvage? Là, vous me posez des cols, je suis désolé, je regrette beaucoup que Cœur d'Essonne Agglomération ne soit pas là, mais en tous les cas, un plan de gestion devrait être mis en place et proposé. Donc je pense qu'on est aujourd'hui aux prémices, si vous voulez, je pense que de toute façon l'ONF et Cœur d'Essonne Agglomération ont fait les choses très bien, puisque le fait que ça ait été subventionné atteste quand même une certaine rigueur dans le plan d'entretien. Et je pense que la faune et la flore ont fait l'objet d'une étude poussée. Et que, comme l'instituteur de Saint-Michel en 1889, on ne peut pas dire aujourd'hui, 1899, on ne peut pas dire que la faune et la flore ne présentent pas de particularités remarquables, à l'exception de la présence de quelques vipères. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore les vipères, qui sont manifestement des espèces indigènes du Bois des Roches, mais pas pour autant qu'on va les réintroduire, je pense. Mais en tous les cas, un plan de gestion devrait être proposé pour le bois pour les années à venir. Vous pouvez être sûr qu'il y a des renards. Jamais vu. Oui, ça j'en vois aussi. Renard et écureuil. Renard et écureuil. Oui, en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que, bon, moi, je suis à Saint-Michel depuis 1980, et donc j'étais au départ dans le Bois des Roches, et là, ce que je peux constater, c'est que l'aménagement du bois s'est grandement amélioré. Les chemins sont très agréables pour marcher dedans, et donc, maintenant que je suis retraité, je marche énormément dans la ville, parce que je fais tout à pied, et donc, la traversée de ces bois est quelque chose de très agréable. Alors, effectivement, Cœur d'Essonne avait prévu une présentation que je n'ai pas faite, mais qui ne dit pas tellement de choses supplémentaires que ce que chacun peut constater ou ce que je vous ai dit. C'est vétusté, dégradation et non-conformité pour les PMR des espaces et des circulations, piétinement du sous-bois, envahissement par le laurier du Caucase et dépérissement de la forêt, parce que le laurier du Caucase empêche le sous-bois de se développer et empêche du coup les oiseaux de manger, empêche à la faune et à la flore de se régénérer. L'optimisation de l'éclairage aussi constitue un défi, notamment pour permettre à la biodiversité de se maintenir, pour ne pas que ce soit des éclairages qui chassent les chauves-souris et qui aboutissent finalement à ce que la volonté de l'homme change le peuplement, la faune du bois. Donc l'optimisation de l'éclairage, je peux vous parler du plan en cours qui est 43 luminaires, détection de présence, réduction du flux par plage horaire, allumage extinction progressive, consommation énergétique diminuée de 70% par des LED, et enfin des éclairages conformes à l'arrêté sur la lutte contre la pollution lumineuse. Coût global, je vous l'ai donné.
Et enfin, un plan de gestion sur 20 ans. Alors, l'agglomération, mes premiers plans de gestion pour la forêt, heureusement, on en a retrouvé dans les archives. Heureusement, c'est pas le premier. J'espère que ce n'est pas le dernier, mais il devrait donc, selon la présentation qui devait être faite, être mis en place pour la période 2024-2043, avec des enjeux sociaux, l'accueil du public, biologique, pérennité de la forêt, et écologique avec la maintenance de la biodiversité. Le plan d'aménagement de gestion que j'évoquais tout à l'heure prévoit des coupes d'amélioration, des coupes de sécurité, donc pour les arbres malades ou dangereux qui risqueraient de s'effondrer, de tomber. Lutte contre le développement d'espèces exogènes envahissantes, le raisin d'Amérique, le laurier palme et le robinier, faux acacia. On retrouve déjà dans les plans de gestion de 1984 la lutte contre le robinier qui prolifère aussi. Donc voilà ce que l'agglo comptait évoquer comme point. Pour le laurier de Caucase, est-ce qu'il y a une interdiction de planter ou d'avoir des... Alors ça va être un travail à l'éternité pour les arracher. C'est un travail pour longtemps. Pour l'éternité, parce que la semence... Parce que j'ai vu les oiseaux transportent la graine et ils sont à côté. Hein. Moi j'ai vu des grands arbustes pleins de baies, même dans des parcelles qui sont à la frontière avec le bois. C'est, je pense, pour l'éternité. Ouais. Enfin, j'espère pas, mais c'est toujours... Il n'y a pas de campagne de la commune qui dit aux gens de les enlever. Les gens sont libres de les acheter. Après, c'est une question de responsabilité individuelle, dès lors que ce n'est pas interdit. Que c'est pas forcément laid d'ailleurs, enfin, soyons honnêtes, on sait qu'effectivement dans un sous-bois ça met en danger la biodiversité et le cycle naturel, mais et d'ailleurs on voit dans les plans de gestion de 84, c'est très intéressant parce qu'on a déjà la question du laurier du Caucase en 1984, ça fait donc bientôt 40 ans que le problème se pose. Donc je pense qu'il n'est pas... Et c'est très compliqué à arracher en plus, parce qu'il y a un système racinaire un peu spécifique. Il faut les arracher quand ils sont tout petits et les laisser s'installer. Moi j'ai vu l'ONF arriver avec quasiment des tracteurs et des pelleteuses pour défaire les racines de ceux qui sont les plus anciens. Mais aux Pays-Bas, on a démontré que si on ne les arrache pas, c'est une autre espèce de Prunus serotina, on a après 20 ans, 30 ans, une faune entomofaune, faune des insectes, qui attaque ces plantes-là, et on a moins de problèmes si on les laisse pousser pendant 20 jusqu'à 30 ans. Parce que là, il y a toujours une pression de l'entomofaune qui va attaquer ces espèces exogènes. Et vous parlez du laurier du Caucase spécifiquement? Non, c'est encore pire. Le laurier du Caucase, il n'y a pas de problème. C'est le laurier qui pousse dans le nord de la Belgique et au sud des Pays-Bas, et ça envahit tout. Et en Belgique, on a des équipes énormes qui les arrachent, et chaque fois qu'on arrache, on détruit le sol et on rend les conditions pour la plante de se réinstaller encore plus favorables. Aux Pays-Bas sont plus avares, ils n'aiment pas dépenser l'argent, ils n'ont fait rien du tout. Et eux ils ont pu démontrer que nous avons que gaspillé l'argent. Parce que maintenant, eux, ils ont des parcelles où la plante est tombée malade à cause des maladies fongiques et aux insectes. Et point de vue durabilité, vu qu'on ne peut pas défendre ou on ne veut pas défendre les gens d'avoir des lauriers de Caucase ici dans les jardins, peut-être point de vue durabilité financière, parce que le moment qu'il n'y a plus d'argent, on va premièrement plus arracher ces plants-là dans la forêt. Peut-être c'est à considérer de changer le statut. Même si on se place d'un point de vue esthétique, mais ça n'engage que moi, mais c'est un végétal qui est très sombre et qui crée un sentiment d'insécurité dans un sous-bois. Alors que le sous-bois naturel est tellement joli et tellement sympathique que le laurier du Caucase qui est au ras du sol, c'est très subjectif. Oui, je vous le dis.
Je pense que l'oreiller du cocasse créait un sentiment d'insécurité chez les gens qui rentraient dans le bois. Je ne sais pas quel est votre avis, mais... Si, oui. Oui, c'est vrai que ce bois-là, enfin, on sentait que les gens se l'appropriaient pas vraiment. Donc on voyait bien qu'à part les chemins sur lesquels on pouvait croiser quelqu'un de temps en temps, mais on voyait qu'il n'y avait pas de vie humaine, de gens qui allaient se promener dans le bois simplement pour se promener, pour prendre un peu de verdure et tout ça. Donc je pense que effectivement. C'est pas un bon moment. Ah bon. C'est aussi subjectif. Comme j'ai pas l'impression que les gens s'y promènent. Non, c'est ça. Moi c'était pour traverser. Pardon. J'avais des questions parce que justement il y a eu des questions par rapport à l'étude qui avait été faite par Curresson et puis l'ONF. Donc savoir si c'était, vu qu'il y avait des questions dessus, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible pour les personnes qui de la ville ou autre, je sais pas, par rapport à vos questions par exemple sur les châtaigniers ou autre, je sais pas. Non, il n'y a pas d'études particulières, je pense que c'est l'ONF qui a mené ses propres études, c'est eux qui... Et il y aura un résultat. Il y a un plan de gestion qui doit être pris, donc je pense que le plan de gestion sera accessible en tous les cas aux élus de Cœur-d'Essonne agglomération, aux conseillers communautaires, et je pense à tout le monde, oui, c'est pas un document... Je ne sais pas si on a une communication au sens formel non, mais communication, je ne suis pas sûr, mais je pense que ce sera un document en tous les cas qui n'a rien de secret. Mais il pourrait y avoir un petit article dans le journal de la ville pour donner un petit peu ce retour, quand même, ça serait bien. Si on est invité pour une deuxième conférence. Et autre chose, comme vous parliez justement, notamment vous en avez parlé, le fait de ne pas forcément avoir communiqué avec la population autour de ces parcs. Moi personnellement j'ai grandi ici et à Savigny, donc le bois, les bois, c'était quelque chose que j'appréciais. Effectivement il y a des zones qui au bout d'un moment on n'y allait pas forcément parce que c'était peut-être moins agréable ou peut-être quelques craintes aussi. Et là je redécouvre avec des nouveaux yeux par les associations ou des personnes la richesse finalement de ces arbres, de la faune aussi. Et je me demande, est-ce que c'est quelque chose aussi qui va être amené par de la communication auprès des habitants parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est agréable, qui est à préserver. Et du coup, est-ce que c'est un plan que vous avez en tête ou... Non, pas à ma connaissance de plan de communication, non, mais en tous les cas, le fait que les habitants se réapproprient le bois, oui, mais je veux dire, chacun peut le faire spontanément aussi. En 1995, en découvrant ce plan de gestion du bois, il mentionne effectivement que le mobilier urbain, enfin la destruction du mobilier urbain ou le mauvais état du mobilier urbain fait peur aux personnes et leur font craindre d'entrer dans le bois, et que finalement, ce qu'ils appellent effort de communication dans ce cadre-là, c'est mise en place d'un mobilier urbain permettant à chacun de se promener en sécurité, ou donnant le sentiment de sécurité. Mais effectivement, quand on voyait les panneaux il y a quelques années encore, il y a un an ou deux, les panneaux d'entrée dans le bois qui étaient tous démolis, ça ne donnait pas spontanément envie d'y pénétrer, même si s'il ne faut pas forcément s'arrêter à ça. Moi, je pense que dans ce bois, il n'y a pas assez de bancs. Ah, c'est ce que j'allais dire. Très peu. Ils avaient été... On n'a même pas... Je pense qu'on n'a pas remis. Ils avaient été tous enlevés au temps des punks. Comment? Ils avaient été tous enlevés quand il y avait les mais ça n'a pas été remis. Ça n'a pas été remis. Ça n'a pas été remis après. Il n'y a pas assez de bancs. Ils ont vieilli. Je note la remarque. Question, est-ce que vous allez mettre le nom des arbres ou des... Ah oui, ça c'est Heureusement que Cœur-d'Essonne n'est pas là, parce que finalement je note toutes les remarques que je pourrais leur faire à la prochaine réunion. Oui, mais ça peut être une idée, c'est ça. Non, les espèces, mais il y a déjà des panneaux qui en tous les cas ont eu expliqué les travaux, en tous les cas, la progression des travaux, la nature des travaux et ce à quoi ils correspondaient. Qui était d'ailleurs très bien fait, j'ai trouvé très
très objectivement. Je trouvais que c'était utile pour chacun de pouvoir comprendre ce qui se passait dans le bois pendant cette période. Non, mais pour la réappropriation du bois, ça serait bien, oui. Marquer les espèces et tout ça. Bon. Après, la faune, bon, comme dans le parc de la Nord. Non, mais ça serait bien, ouais, de marquer. Après, il y a des applications où Oui, je sais, ouais. On peut. vous flashez la feuille et vous avez... Tout à fait, ouais, je sais. Après, c'est une chose effectivement qu'il y ait des applications ou autres. Je trouve que c'est aussi une autre pour un enfant. Enfin, moi, je vois maintenant, je le fais parce que je ne l'ai pas eu quand j'étais petite. Je le fais avec mes petits-neveux. Je les emmenais et en fait, rien que par exemple d'aller acheter quelque chose, bah, on passe devant ça, on peut voir ça. Ou il le fait pour moi. Ou même, écoute, là, c'est un... Et en fait, d'avoir cette petite sensibilisation à l'origine, enfin, à la base, c'est déjà. Après, quand on s'y connaît, on peut aller. Une fois qu'on a pris goût, mais déjà à la base, une petite sensibilisation, ça peut aider aussi. On n'a pas tous eu tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des gens qui connaissaient ou qui étaient sensibles à ça. Et c'est pour ça que je demandais, parce que pour le coup, Saint-Michel-sur-Orge, moi c'est une ville que j'aime beaucoup. Et je dis, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, moi je suis arrivée en 2000 ici, qui ont été faites et en fait qui m'ont fait découvrir plein de choses, que ce soit les activités ou autres. Et je pense que ça pourrait être aussi intéressant d'avoir des choses portées sur l'extérieur et sur ce qu'on a ici. C'est noté. Ça me fait penser aussi, Nicolas, si tu permets, aux activités du centre social, aux actions du centre social qui sont... Roselyne Akouritabé est adjointe en charge du social. C'est pour ça qu'elle en parle avec autant de... On prévoit justement un certain nombre d'animations autour des bois, du bois des roches, et particulièrement ce bois-là, pour que les habitants se l'approprient un peu plus. Donc dans les années qui suivent, les 4 années qui suivent, parce que ça fait partie du projet du centre social, il y aura un peu plus d'animation autour du centre social, et puis faire connaître aux enfants aussi le patrimoine qu'ils ont au sein de la ville. Je note animation, dénomination des espèces, communication et bon. Tout ce qui est bois, Mais c'est vrai que c'est aussi agréable de s'asseoir, parce que quand on marche, il faut regarder devant soi. Quand on s'assied, on peut lever la tête. Il y a d'autres questions? En tout cas, je voulais encore vous remercier parce que j'ai été ravi alors, c'était plutôt l'aspect historique que l'aspect biodiversité, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer devant vous, de travailler sur ce sujet, parce que, encore une fois, l'histoire végétale est peu traitée, ou souvent sous une vision très utilitariste du bois et pas sous une vision. Vous avez fait votre partie historique. Après, l'autre partie, malheureusement, ils sont là. On vous remercie encore. Mais l'autre partie, si vous souhaitez, je peux vous faire la promesse de revenir, peut-être pas dans un format d'1 heure, mais sur une autre thématique. Si vous traitez une thématique biodiversité ou écologie, je peux revenir pour vous parler plus spécifiquement du plan de gestion. Ça peut s'inscrire dans la communication sur le bois des roches que vous souhaitiez. Alors, je suis pas ingénieur des eaux et forêts, je ne suis pas agronome, je n'ai aucune de ces qualifications, mais je peux venir vous en parler. Bon, ben, merci. J'espère. Merci encore. Le mardi 19 décembre, c'est Michel qui nous parlera de la photo. De la photo et de Voilà. En fait, la naissance de la photo au 19e siècle.